selon la mutation de l'EGFR, donc la délétion de l'exon 19 versus mutation L 858R et la race, donc asiatique versus non asiatique. Donc, on a pris des patients avec cancer bronchique non à petite cellule, naïfs de traitement, qui ont un adénocarcinome avec mutation de l'exon 19 ou une mutation 21, qui ont un état général, donc un indice de performance excellent, donc 0 ou 1, et donc qui pouvaient avoir des métastases cérébrales. Cela était permis, mais les métastases cérébrales devaient être contrôlées. Et l'objectif primaire de l'étude, c'était la PFS selon les critères RECIST et les objectifs secondaires, c'était le taux de réponse, la survie globale, la tolérance, etc. Et donc, on a donné dans un bras de l'osimertinib à 80 milligrammes. Donc, on voit Péros une fois par jour. Et on a comparé donc avec le deuxième bras. Donc, les patients ont reçu ou bien de l'erlotinib 150 milligrammes ou bien gefitinib 250 milligrammes. Et donc, ces médicaments ont été donnés jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable. Et il y a eu un crossover qui était permis lorsque les patients progressaient ou bien lorsqu'on confirmait la présence d'une mutation T790M. Et les résultats, donc, ils sont remarquables, donc, et ils sont en faveur de l'osimertinib, que ce soit pour la PFS ou bien pour la survie globale. Donc, 18,9 mois pour la PFS versus 10,2 mois. Et pour la survie globale, pareil. Donc, il y a un intérêt à traiter par l'osimertinib directement en première ligne. Je l'ai dit, mais j'ai tenu quand même à illustrer, à vous illustrer cela par image pour que ça reste incrusté dans vos esprits. C'est la particularité des métastases cérébrales. Donc, au moment du diagnostic, on peut avoir, retenez-le, des métastases cérébrales chez les patients avec altération moléculaire et lorsqu'on bien sûr le patient est mis sous traitement adéquat et lorsqu'il progresse et surtout lorsqu'il y a des métacérébrales, on peut adresser le patient en radiothérapie et on continue avec le même traitement si de l'autre côté la maladie pulmonaire elle est contrôlée. Il y a d'autres altérations, donc la mutation Caras G12C, donc, et le médicament développé justement pour cette mutation, donc c'est la mutation la plus fréquente, on l'avait vu au départ sur le diagramme des différentes altérations moléculaires retrouvées. Et le sotorasib donc, a été développé justement pour cibler cette altération. Il a été donné en deuxième ligne de traitement. En Algérie, malheureusement, il n'est pas encore disponible. Toxicité, passons. Bon, je vous ai résumé les altérations moléculaires les plus communes et en fonction de ce qui est, de ce qui se fait en Algérie. La toxicité des thérapies ciblées, il faut savoir que l'absence d'effets indésirables ne remet pas en cause l'efficacité du traitement parce que dans nos esprits, on avait tendance à dire plus le patient vomit, plus il perd ses cheveux, plus c'est efficace. Eh bien, non, ce n'est pas vrai. L'absence d'effet indésirable ne remet pas en cause l'efficacité du traitement.
Donc, pour les inhibiteurs de l'EGFR comme l'erlotinib et le gefetinib, donc les effets secondaires majeurs, c'est essentiellement les troubles cutanés, à savoir le rash et l'acné, et on peut avoir des troubles digestifs avec de la diarrhée. Donc, c'est les principaux, mais c'est pas les seuls. Et pour ce qui est des molécules ciblant ALK, ROS1, donc comme le crizotinib et l'alectinib, généralement, on a des œdèmes des membres inférieurs, des troubles cardiaques, voire une insuffisance rénale. Donc, caractéristiques pharmacotoxiques, les inhibiteurs tyrosine kinase inhibent donc des tyrosine kinases oncogéniques spécifiques, induisant ainsi une apoptose tumorale sélective sans dérégulation immunitaire systémique. La cinétique, on a des toxicités précoces, donc le rash apparaît dans la première, deuxième semaine. Il est dose dépendant, il est réversible à l'ajustement posologique. Donc on peut se permettre donc de réduire la posologie lorsque la toxicité est importante. Bien sûr, il faudra grader les toxicités avant d'envisager de réduire la dose ou bien d'arrêter le traitement. La spécificité, donc le RH pour le GFR et ALK, il est corrélé à l'efficacité. On a un biomarqueur prédictif, donc un taux de réponse objectif de 25% et majoritairement chez les fumeurs et asiatiques avec un risque relatif multiplié par 4. Donc, l'incidence globale des toxicités de grade supérieur ou égal à 3, elle est de 10 à 20%. Donc, elle est inférieure à la toxicité observée dans le traitement par inhibiteur de checkpoint combiné qui est de l'ordre de 25 à 30%. Donc, voilà un tableau récapitulatif des principales cibles moléculaires avec les principales molécules agissant sur ces cibles. Donc, avec l'incidence correspondante pour chaque cible, les toxicités de grade 3. Donc, là, excusez-moi, voilà. On a le rash pour le rash acnéiforme. Donc, on prescrit de la doxycycline généralement. Donc, on la donne comme traitement préventif. On demande aux patients de ne pas s'exposer au soleil et on donne donc un écran total et on peut donner donc un traitement par corticothérapie. Pour ce qui est de la diarrhée, donc on donne un antidiarrhéique, on hydrate et on surveille la CPK, pardon, chaque semaine en cas d'élévation. En cas d'œdème ou trouble cognitif avec le crizotinib, on fait une surveillance neurologique et on réajuste la dose. Si on a des œdèmes périphériques ou bien une hypoalbuminémie, donc on peut se permettre d'utiliser des diurétiques. En cas d'hépatotoxicité, donc on est obligé de faire une surveillance mensuelle du bilan hépatique et d'agir en conséquence. Et avec donc les inhibiteurs de BRAF V600E, en cas de fièvre, on peut se permettre de donner du paracétamol avec des antipyrétiques. On peut aussi avoir de la pneumopathie interstitielle. Donc, les signes d'alarme sont la dyspnée et sur le scanner, on peut retrouver donc des nodules en verre dipoli avec une fibrose sous-pleurale. Lorsqu'on est devant un grade supérieur ou égal à 3, donc c'est l'arrêt définitif avec une corticothérapie du prednisone à 1 mg kg jour. Le pronostic, on a une mortalité de 30% s'il y a un retard de prise en charge.
Pour le rash acnéiforme avec les inhibiteurs de l'EGFR, on a une éruption prurigineuse supérieure à 30% de la surface corporelle. Là, on traite par minocycline 100 mg 2 fois par jour et on donne des topiques. Et l'évolution, généralement, elle est favorable. Et pour la prolongation du QT, on doit arrêter le traitement et on fait un ECG quotidiennement et on administre du magnésium par voie intraveineuse. Et là, le risque, il est colossal. On peut avoir des torsades de pointe. Finalement, les NCCN, c'est les recommandations américaines, j'ai choisi, mais il n'y a pas que les recommandations américaines, il y a aussi les recommandations européenne, comme je vous l'ai présenté au départ, qui recommande justement de rechercher ces altérations moléculaires et de traiter en conséquence. Donc, pour le GFR, exemple, délétion de l'exome 19 ou exome 21, pardon, mutation L858R. Donc, on a en première ligne, on donne la fatinib, l'erlotinib, le dacomitinib. Donc, il y a un panel de médicaments. Pour l'exemple 20, il y a d'autres médicaments qui sont développés. Donc, l'amivantamab avec une chimiothérapie pémétrexed et carboplatine. Pour le CARAS G12C, c'est le sotorasib. Pour le ROS1, c'est le céritinib, le crizotinib. Pour le BRAF-V600E, il y a aussi plusieurs molécules. Donc, on a le vemurafenib qui est disponible en Algérie. Pour ce qui est de Intraca, donc on a l'entrectinib. Pour MET, il y a plusieurs molécules et même le crizotinib peut agir justement sur la voie MET. Pour le réarrangement RET, il y a plusieurs molécules et pareil pour l'HER. C'est justement ces recommandations ou bien ces traitements figurent sur les guides thérapeutiques nationaux en oncologie médicale. Vous le voyez, pour les tumeurs avec réarrangement ALK, en première ligne, c'est le crizotinib. En deuxième ligne, le standard, c'est une chimiothérapie à base de sel de platine et pas d'immuno. S'il y a une oligoprogression continue avec l'inhibiteur tyrosine kinase et un traitement local, par exemple pour la métacérébrale, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Pour le réarrangement reçoit le traitement de première ligne, c'est le crizotinib. Et en option, on peut proposer une chimiothérapie avec Pemetrexed. Euh, Là, je crois que j'ai oublié de vous parler de l'EGFR. J'ai pas mis la slide. Je crois que je l'ai effacé accidentellement. Donc, pour le GFR, on peut utiliser les molécules disponibles. Donc, on a le gefitinib, l'afatinib et même l'erlotinib. Et très prochainement, on va avoir l'osimertinib. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette présentation? C'est que devant tout symptôme nouveau ou atypique, pensez en premier lieu à une toxicité liée au traitement. Il faut savoir grader la toxicité et adapter la stratégie, une surveillance rigoureuse, ajuster la posologie ou arrêter le traitement, utiliser une corticothérapie ou une immunosuppression en cas de besoin. Il faudra contacter précocement l'équipe d'oncologie ou le spécialiste d'organes en cas de doute. Il faut bien sûr informer clairement les patients sur les signes d'alerte, et le recours rapide aux soignants. C'est une condition majeure pour préserver la qualité de vie et le bénéfice du patient. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là? Docteur Amira, vous êtes là? Oui, oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? استروحي وحدي عمالي on a été coupé. Donc, je suis là à votre disposition si vous avez des questions.
Alors, je ne sais pas si je dois voir dans le chat. Ah, alors, pas de son. Alors, il y a une question, s'il vous plaît, parlez-nous des complications cardiaques de ces nouvelles thérapies. À quoi devrons-nous faire attention lors des consultations de ces patients? Donc, on l'a dit, on commence avant de traiter les patients comme pour les autres traitements, on doit avoir une évaluation cardiaque, un ECG, une échographie cardiaque. Il faut un interrogatoire minutieux pour justement relever les antécédents des patients. Et en fonction donc de l'effet secondaire de la classe que vous utilisez, eh ben, vous traitez en conséquence. Par exemple, pour le crizotinib, on peut avoir des problèmes cardiaques, donc il ne faut pas hésiter on peut avoir de la dyspnée, une fatigue. Nous, on fait donc des contrôles réguliers, normalement à 3 mois, toutes les 3 cures chez le cardiologue. Par contre, si on voit qu'il y a un problème, que le patient il est fatigué, si on a des œdèmes des membres inférieurs, il faut surtout pas hésiter à adresser le patient au cardiologue donc précocement. Voilà. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vois sur le chat, je consulte. A priori, il y a pas de questions. J'espère que mon message a été très clair. Est-ce qu'il y a eu une coupure au moment de la présentation, docteur Amira? Parce que là, Pas du tout. non, parce que j'ai vu un message, pas de son. Oh non, non, il y avait pas, il y avait le son. Non, non, il y a pas, il y avait, il y a eu pas de coupure. D'accord. Eh ben, moi, j'ai terminé ma présentation. Donc là, s'il n'y a pas de questions, je vous quitte et je laisse docteur Amira continuer. Donc, bon courage, docteur Amira. Merci beaucoup, professeur Barakia. Je vous remercie pour cette présentation très pertinente, très riche. Et on a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. Voilà, je vais arrêter le partage pour que tu puisses faire ton partage. Merci. Voilà. Une minute. Yahya, tu as su. Tu cliques sur partager, ou bien tu vas sur ton écran et Oui. voilà. Voilà, ça marche pas. Il y a en rapport avec. Hein? Attendez une minute. J'ai un problème de. شوفي تبعي لتحت tu as fait partager.
Oui, oui, mais j'ai un problème avec les autorisations de mon PC. La quoi? Les autorisations de mon PC. Oh. Et là, j'arrive pas à dépasser le ça. Attendez. شوفي لا عندك ah oui, c'est pas possible. Attendez une minute. Alors, je vais essayer d'un autre PC tout de suite. Je Oui, vais pour juste une minute. d'accord. Restez là, hein, ne partez pas, نشوف le nombre هو ينقص. Docteur Amira, elle est excellente dans ses présentations, donc elle est très pédagogue, donc restez en ligne. Recording stopped. Docteur Amira, qui est là? Oui, je suis là une minute. Excusez-moi une minute. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
Professeur Brakia, normalement c'est bon. Est-ce que vous voyez? Oui, je suis là. Est-ce que vous voyez Oui, l'écran? oui, on voit l'écran. Très bien. Euh, Très bien, donc, parfait. Des c'est bon? diaporamas, c'est bon. Diaporama, c'est parfait. C'est bon? Mm. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'excuse pour ce petit retard. Il y a eu juste un problème avec mon PC pour les autorisations. Aujourd'hui, on va entamer le traitement du cancer du poumon, non à petites cellules, mais sans mutation oncogénique. Donc, professeur Brakia vous a très très bien expliqué la prise en charge du cancer du poumon, non à petites cellules, avec addiction oncogénique. Mais s'il n'y a pas de mutation oncogénique, qu'en est-il de la prise en charge? Pour cette présentation, on va commencer par une introduction, le diagnostic et le bilan initial avant de commencer tout traitement. On va voir les différents essais cliniques pivots et qui ont prouvé l'efficacité des différents traitements, une approche thérapeutique selon les stades et les toxicités et la gestion des effets secondaires et pour en finir, une conclusion. Alors, comme introduction, je crois que le professeur Baraikia vous a tout expliqué. Le cancer du poumon, c'est la première cause de décès par cancer dans le monde, toute localisation confondue, on est d'accord. Et il représente environ 11 à 12% de l'incidence des cancers, mais malheureusement, plus de 20% de la mortalité. Le type histologique le plus fréquent, c'est le cancer bronchique non en petites cellules, dans 85% des cas, avec une prédominance des adénocarcinomes. Donc, l'incidence, elle est fortement corrélée au tabagisme. On trouve le tabac dans plus de 85% des cas, mais malheureusement, les formes non tabagiques sont en croissance constante, notamment chez la femme. Elle vous a déjà dit, il y a un changement de profil pour le cancer du poumon. La majorité des patients, malheureusement, sont diagnostiqués à des stades avancés. Le diagnostic est fait à plus de 50% dans des stades 3 et 4, ce qui explique en quelque sorte le taux de mortalité, malgré toutes les possibilités curatives et les avancements thérapeutiques. Donc, professeur Brakia vous a déjà parlé de cette slide. Donc, c'est les statistiques algériennes de l'année 2023. On trouve le poumon en deuxième position chez l'homme avec une incidence de 14,54 par 1000 habitants. Sur ce tableau, c'est vrai qu'il ne figure pas sur les top 5 des cancers chez la femme, mais malheureusement, son taux est en croissance d'année en année. Pour les progrès récents de la prise en charge, c'est quel progrès déjà? Ça repose sur quoi? Il faut savoir que les progrès récents de la prise en charge du cancer bronchopulmonaire donc dépendent de la caractérisation moléculaire et immunologique. On est dans l'ère de la médecine personnalisée. On ne traite plus le cancer bronchopulmonaire de la même façon. L'intégration de l'immunothérapie, les thérapies innovantes, donc on n'est plus chimiothérapie ou les traitements traditionnels, donc on est à l'ère des immunothérapies, des thérapies ciblées, le développement de stratégies combinées, donc on est dans une attitude multimodale, la chirurgie, la radiothérapie et les différents traitements systémiques en néoadjuvant et en périopératoire et en adjuvant. Donc, malheureusement, comme on avait déjà dit, et malgré toutes ces avancées, le cancer du poumon demeure une maladie à pronostic sombre, malheureusement. Donc, soulignant la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire et personnalisée. Pour traiter ce cancer bronchopulmonaire, il faut d'abord Recording in progress. poser le diagnostic. Donc, on doit poser un diagnostic, on doit faire un bilan initial. Comment poser le diagnostic de cancer bronchopulmonaire? Premièrement, c'est la confirmation histologique. Comment faire cette confirmation histologique? Donc, on doit avoir un prélèvement tumoral qui confirme qu'on a un cancer du poumon, soit par bronchoscopie avec des biopsies, quand la tumeur elle est centrale accessible. Sinon, on fait recours à une ponction transpariétale sous guidage scanographique. Et dans des cas exceptionnels,
on a recours à l'échoendoscopie. Après la récupération de ce prélèvement tumoral, on doit faire une étude, bien évidemment, histologique. Cette classification histologique était très bien abordée dans la présentation d'avant. Donc, on va classifier selon la classification OMS. Carcinome non à petites cellules et carcinome à petites cellules. Les carcinomes non à petites cellules se distinguent en adénocarcinome, en carcinome épidermoïde et en ANOS. Après, une fois on a le diagnostic histologique, on est obligé actuellement, avant de toute prise en charge, de faire une analyse moléculaire et des biomarqueurs. Donc, un profilage moléculaire systématique. Ça a été aussi déjà dit. L'NGS, il est recommandé chez tous les malades. Donc, les mutations EGFR, ALK, ROS1, BRAF, etc. L'objectif, c'est quoi l'objectif? C'est de distinguer les formes avec mutation des formes sans mutation, car la prise en charge n'est pas du tout la même. S'il y a une mutation actionnable, on commence par des thérapies ciblées. Si on n'a pas de mutation, c'est là où on commence à réfléchir qu'est-ce qu'on doit proposer, une chimiothérapie, une immunothérapie, etc. L'évaluation du statut PDL1, le TPS, il est indispensable pour orienter l'immunothérapie. Je vais vous expliquer après. Donc, une fois on a le diagnostic histologique confirmé, on a le profiling moléculaire, notamment le taux de PDL1, la mutation UGFR, la mutation ALK-ROS1, c'est le minimum standard requis pour décider de la prise en charge. On doit lancer un bilan d'extension pour stadifier la maladie. Donc, l'imagerie standard, c'est la TDM thoraco-abdominopelvienne, une IRM cérébrale, surtout dans les stades avancés, à la recherche de métastases cérébrales, le PET scanner pour une stadification précise et recherche de métastases occultes, surtout dans les stades localisés opérables. Une scintigraphie osseuse à la recherche de métastases osseuses. Donc, au terme de ce bilan d'extension, la maladie, normalement, elle soit classée selon une classification TNM 9e édition. TNM, T c'est pour tumeur, M c'est pour nodes, M c'est pour métastase. T c'est sur le plan local de la tumeur, c'est de T1 à T4. Le N c'est l'envahissement ganglionnaire et le M c'est les sites métastatiques. Après, on regroupe les stades TNM en stades 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on a la stadification TNM, on doit prendre en charge le malade. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évaluer le malade cliniquement pour voir est-ce qu'il est apte à recevoir un traitement. Le score de performance donc de l'OMS ou le PS détermine, il est déterminant pour l'indication thérapeutique. Est-ce que ce malade va supporter le traitement? Est-ce qu'il va supporter une chirurgie? Est-ce qu'il va supporter une radiothérapie? Est-ce qu'il va supporter une chimio ou une immunothérapie? Donc, on doit obligatoirement analyser le terrain et on doit rechercher systématiquement des contre-indications au traitement. Commençons par l'âge, les comorbidités surtout cardio-respiratoires, le statut tabagique, l'état nutritionnel, la fonction respiratoire, etc. Une fois on a eu le diagnostic histologique, la classification TNM, une étude personnelle des différentes comorbidités, le dossier doit être discuté obligatoirement en réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP, donc avant toute prise en charge thérapeutique. Maintenant, on va entamer la prise en charge proprement dite. On va essayer de voir les différentes études cliniques pivots et les données d'efficacité. Il faut savoir que la prise en charge du cancer du poumon a passé par plusieurs étapes depuis le siècle passé. Au début, c'était la chirurgie, après la radiothérapie, après on a commencé les études de la chimiothérapie, mais malheureusement, ce n'était pas pour tous les malades et la survie ne dépassait 1 à 2, parfois 3 mois, malgré les avancées. Dans les années 2000, il y a eu plusieurs études de monochimiothérapie, de polychimiothérapie, avec prolongation de la survie jusqu'à 11 à 13 mois. En 2006, on a commencé à avoir des thérapies ciblées, on a reconnu les différentes mutations, et là, la survie globale, elle est vraiment passée de quelques mois à 3 ans, voire plus. En 2015, c'était l'ère de l'immunothérapie en monothérapie
Et là aussi, la survie globale et la survie sans progression a grimpé. Depuis 2017, on a commencé les associations immunothérapie et chimiothérapie. Et récemment, c'est l'association des différentes immunothérapies et les études sont très prometteuses. Sur ce tableau, vous allez trouver quelques études pivots qui ont prouvé l'efficacité de la chimiothérapie. Donc, la survie sans progression, elle est passée de 3 à 4 mois jusqu'à 11 mois, 13 mois. Donc, c'était énorme pour un cancer du poumon qui n'avait aucun traitement à l'époque. Après, il y a eu l'immunothérapie. Les premiers essais pour l'immunothérapie, c'était en situation métastatique. On a commencé d'abord pour la maladie métastatique. Donc, il y a plusieurs études, notamment la Keynote 024, l'Empower 110, la Keynote 189 et j'en passe. Donc, ils ont premièrement comparer l'immunothérapie versus la chimiothérapie, le pembro contre la chimiothérapie, l'atezolizumab contre la chimiothérapie. Après, on a commencé à associer la chimiothérapie à l'immunothérapie versus la chimiothérapie seule. Et là, les résultats étaient très, très prometteurs. Récemment, c'est carrément les associations, comme vous pouvez voir, des différentes immunothérapies. Après, quand l'immunothérapie a eu sa place dans les stades métastatiques, l'ISA-même commence à s'élargir et les études se sont intéressées. On s'est dit, pourquoi pas, dans les stades localisés. On a commencé par des consolidations après chimioradiothérapie, on a fait de l'immunothérapie en adjuvant, on a fait de l'immunothérapie en néoadjuvant pour des stades localisés résécables ou localement avancés non résécables dès le départ et les études aussi sont très positives. Ici, c'est juste une courbe de médiane de survie globale pour vous expliquer un peu l'écart entre l'immunothérapie et la chimiothérapie. Comme vous pouvez voir, ici en rouge, c'est la survie globale sous chimiothérapie qui est de 13,4 mois versus une médiane de survie sous pembrolizumab de 26,3 mois. Et là, la survie a carrément doublé, ce qui est énorme pour le cancer du poumon métastatique. Là, c'est un résumé des différentes études que je vous ai déjà présentées. Là, en bleu, c'est l'immunothérapie et là, en orange, c'est la chimiothérapie. Donc, c'était la première ligne d'immunothérapie en monothérapie. Et là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas photo. L'immunothérapie, il y a une survie médiane de survie de 26 mois versus 14 mois pour le bras chimiothérapie. La survie sans progression, elle est de 10 mois versus 6 mois pour la chimiothérapie en mono. Pour la Keynote 0,42, c'est la même chose. On note un bénéfice plus pour les cancers bronchopulmonaires avec un taux de PDL1 supérieur ou égal à 50%, moindre pour le PDL1 1 à 49%, mais l'immunothérapie fait toujours plus que la chimiothérapie seule. Pour les associations immuno et chimiothérapie, aussi pour la Keynote 189 et la Keynote 407, l'association de l'immunochimiothérapie fait plus que l'immunothérapie seule ou la chimiothérapie seule, pardon. Je vous ai mis ici une petite slide. C'est une petite comparaison entre la chimiothérapie et l'immunothérapie sur le plan mécanisme d'action. Donc, la chimiothérapie, c'est comme l'ancien homme des caves. Il est là, il va massacrer la cellule cancéreuse sans sans ciblage, sans raffinement, sans rien du tout. Entre-temps, il va massacrer toutes les cellules, parfois même saines, alors que l'immunothérapie et les TKI, ils sont l'action elle est plus raffinée et plus ciblée. Maintenant, pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas le même mécanisme d'action. Pour le mécanisme d'action de la chimiothérapie classique, on a plusieurs classes thérapeutiques. On a des alkylants, les taxins, les antimétabolites, les autres classes. En quelque sorte, les agents, par exemple, alkylants, ils vont former des pontages intra- et interbrins d'ADN, ils vont bloquer la réplication et la transcription de la cellule, et là, ça va induire une apoptose cellulaire. Les taxanes aussi, ça stabilisation excessive des microtubules, donc ils vont bloquer la mitose et par la suite déclencher l'apoptose. Donc, en quelque sorte, le mécanisme de la chimiothérapie, c'est un mécanisme cytotoxique. Ils vont induire la mort cellulaire et c'est pour ça qu'on a des effets secondaires systémiques qui ne sont pas spécifiques parce qu'en même
même temps, ça agit sur les cellules saines et ça provoque beaucoup d'effets secondaires. Contrairement au TKI, comme vous avez déjà vu, et ou à l'immunothérapie. Comment ça fonctionne l'immunothérapie? Ici, quand vous pouvez voir, il y a la cellule cancéreuse, il y a la cellule immunitaire. Il y a un système, le checkpoint immunitaire, c'est quoi? C'est un système de reconnaissance des cellules qui ne sont pas offensives. Donc, le CD8 T-cell, quand il voit une cellule, il va la tester en quelque sorte. S'il y a une reconnaissance PD1, PD-L1, donc, on dirait la cellule, elle a un passeport, il va la laisser passer, il va pas la reconnaître et la cellule va continuer à vivre et va se multiplier indéfiniment. Donc, cette cellule cancéreuse a trouvé ce moyen pour échapper aux réponses immunitaires. Les anti-PD1 et les anti-PDL1, ils vont venir ici se fixer sur les différents récepteurs et dans ce cas-là, la cellule immunitaire elle va être déjà occupée et elle va reconnaître la cellule cancéreuse et elle va la tuer par la suite. Ça va déclencher une cascade de réponses immunitaires. Pour la deuxième classe de l'immunothérapie, c'est les anti-CTLA4. Ça fonctionne comment? C'est au niveau des ganglions, c'est dans la première phase déjà de la réponse immunitaire. Il y a cette CPA, la cellule présentatrice d'antigènes. Grâce au récepteur TCR, elle va présenter l'antigène de la cellule cancéreuse à la cellule T inactivée. La cellule T inactivée, grâce au CD28 qui va se lier à ces ligands CD80 et 86, va enchaîner et va activer une réponse immunitaire massive qui va par la suite tuer la cellule cancéreuse. Le CTLA4, la cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fixer le CTLA4 ici en compétition avec le CD28 et du coup, la réponse immunitaire ne va pas se déclencher. Les anti-CTLA4, comme les anti-PD1 et PDL1, vont venir ici occuper ce CTLA4 et du coup, permettre ce CD28 d'agir, de se lier à son ligand, d'activer une réaction immunitaire importante et par la suite engendrer une mort cellulaire. Maintenant, quelle est l'approche thérapeutique selon le stade? Donc, on s'est dit, on va faire un prélèvement histologique, on va classifier le malade sur le plan moléculaire. Est-ce que EGFR muté, ROS1 muté? Dans ce cas-là, on est déjà vers les thérapies ciblées. On va voir le statut PDL1, on va classer le malade selon le stade TNM et la classification TNM et par la suite, c'est les stades 1, 2, 3 et 4. D'habitude et d'une façon générale, les stades 1 et 2, c'est des stades localisés. Les stades 3, c'est des stades localement avancés. Et les stades 4, c'est des stades métastatiques. Maintenant, qu'en est-il de ces stades en cas d'absence, bien sûr, de mutation oncogénique? On est devant un malade qui a le GFR négatif, ROS1 négatif, ALK négatif. Comment procéder pour le prendre en charge? Maintenant, avant tout traitement, peu importe, chimio ou immunothérapie, il faut savoir qu'on doit toujours commencer par des bilans pré-thérapeutiques. Le tableau, il constitue le bilan pré-thérapeutique pour la chimiothérapie. Donc, on commence tout d'abord par la clinique, on est toujours des cliniciens, les antécédents auto-immuns, les greffes, l'immunosuppression, le performance status, la biologie standard, les bilans endocriniens, etc., etc. Pour l'immunothérapie, c'est un bilan un peu plus détaillé. C'est la biologie standard, mais on doit passer par les bilans endocriniens, les bilans d'auto-immunité ciblée s'il y a suspicion de maladie auto-immune, une évaluation minutieuse cardio-respiratoire, on va voir pourquoi, dosage des enzymes cardiaques, revoir le statut vaccinal et bien sûr l'imagerie de référence, elle est importante pour stadifier la maladie. Maintenant, pour la prise en charge, on a des recommandations algériennes, on a des recommandations internationales. Il faut savoir que à partir, je crois, de 2022 ou 2023, l'Algérie, on a des guidelines locales de la prise en charge des pathologies cancéreuses. On doit toujours aligner notre pratique quotidienne à ces recommandations, à ces AMM. En même temps, il y a les recommandations internationales. Il y a les recommandations européennes, c'est les recommandations ESMO. Donc, quand vous trouvez ESMO, c'est européen. Et il y a les NCCN qui sont les recommandations américaines. Maintenant, pour les stades précoces, les 1 et les 2 opérables.
Qu'est-ce que dit les recommandations algériennes? Le standard, on opère. Chirurgie d'exérèse complète anatomique avec un curage ganglionnaire. Après cette résection complète, il y a le statut PTNM. La classification, il y a la classification CTNM, qui est la classification clinique, c'est-à-dire avant tout geste chirurgical, c'est la stratification clinique et radiologique. Après la chirurgie, quand on enlève la masse, c'est une classification pathologique, c'est le PTNM. Donc, pour les 1A, les 1B, c'est-à-dire les petits stades avec un 1-0, c'est la surveillance. Pour les stades allant de 2A au stade 3, c'est une chimiothérapie adjuvante à base de cisplatine et de vénorilpine. C'est un schéma de 21 jours, 4 cycles, débutés maximum 4 à 8 semaines après la chirurgie. Pour l'immunothérapie adjuvante, dans le liquide algérien, il n'y a pas d'indication d'immunothérapie pour les stades précoces. Pour les recommandations internationales, par contre, c'est le même standard, c'est la chirurgie plus le curage. La chimiothérapie adjuvante à base de platine, c'est le cisplatine recommandé pour les stades 2 et 3 et certains stades MB à haut risque. Les nouveaux standards adjuvants des recommandations internationales, c'est une immunothérapie, c'est l'atezolizumab adjuvant pour les stades allant de 2 à 3A à condition que le PDL1 soit supérieur ou égal à 1%. Donc, après la chimio, c'est l'étude Empower 010. Maintenant, ça, c'était pour les stades résécables, 1 et 2. Qu'en est-il des 2 et 3 résécables? Là, on est devant une approche périopératoire. Pour les recommandations algériennes, on ne fait pas d'immunothérapie néoadjuvante. Néoadjuvante, c'est-à-dire avant d'opérer. On fait une chirurgie si-résécable, puis une chimiothérapie adjuvante, cisplatine, vénorilbine pour les stades 2 et 3, comme les stades 1 et 2. Mais par contre, pour les recommandations internationales, les choses ont évolué et cette stratégie périopératoire, normalement, elle va figurer dans les prochaines guidelines algériennes aussi. Il y a donc le néoadjuvant avant d'opérer. On va proposer une immunothérapie plus une chimiothérapie. Par exemple, le nivolumab, c'est un anti-PD-1 plus une double platine, c'est-à-dire celle de platine par exemple, plus le pémétrexed, c'est l'étude Checkmate 816, recommandée actuellement pour les stades 2 et 3 réséquables. Autre schéma périopératoire, le pembrolizumab plus chimio, plus ou moins un adjuvant pembro, c'est-à-dire on va opérer en sandwich. On commence par une immunochimiothérapie néo-adjuvante, on opère le malade et on peut proposer une immunothérapie après la chirurgie. C'est quoi notre but? C'est d'augmenter la réponse pathologique et la résectabilité et la survie à long terme. Et ça, on a une nette augmentation de la survie sans progression et de la survie globale. Ça, c'était pour les stades résécables. Qu'en est-il des stades 3 non résécables? C'est-à-dire, c'est des stades non métastatiques, mais qui ne sont pas d'emblée résécables. Pour les recommandations algériennes, le traitement standard, c'est la RCC, c'est la radiochimiothérapie concomitante, à condition que le PS il est de 0 à 1, c'est-à-dire un bon état général, et un âge inférieur à 70 ans. On peut, si le PS il est supérieur à 1 et le malade il est âgé ou fragile, on peut proposer une chimioradiothérapie, mais pas concomitante, mais cette fois-ci séquentielle. On commence par la radiothérapie, après la chimiothérapie. Après la RCC, pas de chimiothérapie de consolidation. Et pour les recommandations algériennes, pas de durvalumab mentionné comme standard de consolidation actuel dans les recommandations d'ailleurs internationales. Donc, pour les recommandations internationales, pour les stades 3 non résécables d'emblée et sans mutation actionnable, donc on fait une chimioradiothérapie concomitante à base de celle de platine. Après, on va faire une immunothérapie de consolidation type durvalumab pendant 12 mois chez les patients sans progression après chimioradiothérapie. C'est l'étude Pacifique. Donc, recommandée par l'ESMO et l'NCCN. Est-ce que vous êtes là? J'espère que ça va. Vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Il n'y a aucune réponse, Malish.
On continue. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire? Est-ce que vous êtes là? Oui, très bien. Merci beaucoup, docteur Sibar. Parce qu'à un moment donné, j'ai cru que j'ai perdu le truc. Alors, maintenant, Ponitis, il y a une contre-indication à l'immunothérapie pour ces stades 3, pour ces stades 3 localement avancés. Donc, on peut proposer... Ah non, non, attendez. Non, là, ça... Donc, on avait dit, les stades 3 non résécables sans mutation actionnable, c'est une chimioradiothérapie concomitante avec le durvalumab en consolidation pendant 12 mois. Ça, c'était pour le stade 3. Donc, les stades 1 et 2, on fait l'intervention, on peut proposer une immunothérapie. Les stades 3 résécables, on est devant une stratégie périopératoire, donc immuno plus chimio. Après, on opère, après, on fait une immunothérapie de consolidation. Pour les 3 non résécables, donc, on fait une chimioradiothérapie concomitante avec le durvalumab en consolidation. Maintenant, les stades 4 métastatiques. Donc, les stades 4 métastatiques sont mutations actionnables. On commence toujours par les recommandations algériennes, bien évidemment, en première ligne, c'est-à-dire le premier traitement, on pense à quel traitement? Donc, en Algérie, malheureusement, l'immunothérapie, on a une petite sélection, c'est-à-dire on ne peut pas la proposer chez tout le monde. L'âge inférieur à 65 ans, un PS 0 à 1 et sans comorbidité majeure. Maintenant, c'est selon le statut PDL1. Quand le statut PDL1 il est supérieur ou égal à 50%, donc toute histologie, c'est le pembrolizumab en monothérapie, c'est-à-dire on fait une immunothérapie seule. PDL1 1, 49%. Pour l'histologie non épidermoïde, donc on va faire un doublet platine avec pemetrexed et pembrolizumab, puis maintenance pemetrexed pembro pendant une durée qui peut aller jusqu'à 2 ans. Pour l'histologie épidermoïde, on va faire de la carboplatine avec du Taxol chaque 3 semaines ou du Taxol hebdomadaire, plus une immunothérapie type pembrolizumab qui est le standard. Ça, c'était pour les recommandations algériennes. En cas de contre-indication à l'immunothérapie, pour les non-épidermoïdes, on peut faire un double platine, plus ou moins un anti-VEGF qui est le bevacizumab. C'est un anti-angiogénique. Pour les sujets fragiles et PS2, c'est-à-dire un mauvais état général, donc on peut faire des doublés à base non de la cisplatine car elle est très toxique, mais de la carboplatine. On peut mettre carboplatine, gemcitabine, carboplatine, pemetrexed ou carrément des monothérapies avec des drogues troisième génération, gemcitabine et vénorelpine. Pour les recommandations internationales, c'est une logique très proche, mais il y a quelques différences. Il n'y a pas de limite stricte de l'âge, c'est-à-dire on ne respecte pas inférieur à 65 ans, c'est une décision individualisée. Pour le PDL1 supérieur ou égal à 50%, c'est une monothérapie anti-PD1, PDL1, mais il n'y a pas que le pembrolizumab, il y a l'atezolizumab, le semi-plimab, qui sont des standards actuellement. Pour le PDL1, entre 1 et 49% ou carrément inférieur à 1%, c'est l'association chimio-immunothérapie. C'est les données de l'étude Keynote 189-407. Pour les options supplémentaires, actuellement, c'est les doubles immunothérapies. Par exemple, on a le nivolumab et l'ipilimumab chez certains profils. Ça, c'était pour la première ligne. Donc, pour résumer, en première ligne, c'est le PDL1. C'est PDL1 supérieur à 50%. En Algérie, c'est pembrolizumab. À l'étranger, c'est aussi l'immunothérapie, mais on a aussi l'atezolizumab et le semiplimab. En deuxième ligne, inférieur à 50%, c'est l'association chimio-immunothérapie. Maintenant, en deuxième ligne, c'est-à-dire après échec d'une première ligne et sans mutation toujours actionnable, il y a les recommandations algériennes. Donc, pour les recommandations algériennes, c'est tout dépend de la première ligne. Si vous avez commencé par une immunothérapie seule, donc en deuxième ligne, vous allez mettre une chimiothérapie à base de sel de platine, c'est-à-dire le cisplatine ou le carboplatine. Si vous avez commencé déjà par une association chimio-immunothérapie, qu'est-ce que vous allez faire en deuxième ligne? Et ça dépend de votre type histologique. Vous allez changer votre chimiothérapie. Vous allez passer à une deuxième ligne de chimiothérapie. Si vous avez utilisé une chimiothérapie seule, vous pouvez utiliser l'immunothérapie en deuxième ligne.
Pour les non-épidermoïdes, vous pouvez utiliser du pembrolizumab, mais à condition que le PDL1 soit supérieur ou égal à 1%. Pour les épidermoïdes, il y a l'indication du nivolumab, quel que soit le PDL1. La durée, bien sûr, on est dans le stade métastatique, donc ça va dépendre de la fonction, de la tolérance, d'efficacité, du PS, etc. Maintenant, qu'en est-il des recommandations internationales? Donc, après chimio seul, c'est l'anti-PD1, PDL1, pembro niveau atezolizumab, selon statut PDL1 et indication locale. Après chimio-immunothérapie, il y a ici la place du ramucirumab en association plus ou moins au docetaxel en deuxième ligne qui n'est pas validée en Algérie. Donc, j'ai essayé de vous résumer ici les recommandations algériennes versus les recommandations internationales pour, comme ça, en tableau, ça donne plus de visibilité et vous allez mieux fixer. Donc, on avait dit pour les stades 1 et 2 opérables. Donc, les recommandations algériennes, c'est la chirurgie et le curage ganglionnaire avec une chimiothérapie adjuvante pour les stades 2 et 3, pas d'immunothérapie adjuvante. Pour les recommandations internationales, il y a la chirurgie curage plus chimiothérapie adjuvante des stades 2 et 3, atezolizumab adjuvant CPD-L1 supérieur ou égal à 1%. Pour les stades 2 et 3 résécables, c'est la chirurgie en Algérie, pas de néoadjuvant immunochimio. Par contre, à l'international, on est dans une approche périopératoire, c'est-à-dire on commence par une association immunochimiothérapie, on opère, après, selon le PDL1, on propose une immunothérapie adjuvante. Pour les stades non résécables, en Algérie, c'est la RCC ou la radiochimiothérapie concomitante. À l'étranger, à l'échelle internationale, c'est la chimioradiothérapie concomitante avec une maintenance durvalumab immunothérapie 12 mois après la chirurgie, la radiochimiothérapie concomitante. Pour les stades métastatiques, donc selon le statut PDL1, quand c'est supérieur à 50%, en Algérie, c'est le pembrolizumab. Ailleurs, c'est l'immunothérapie aussi, mais on a plusieurs molécules qui sont validées, le pembrolizumab, l'atezolizumab et le semiplimab. En Algérie, pour le PDL1, 1 à 49%, c'est une chimio-immunothérapie selon l'histologie. Le choix dépend de l'histologie. Les recommandations internationales, c'est les associations d'immunothérapie, plus ou moins une chimiothérapie courte. Pour les PDL1 inférieurs à 1%, en Algérie, pratiquement on fait de la chimiothérapie, parfois association chimio-immuno. Les recommandations internationales, c'est les chimio-immunothérapies. Sinon, c'est la double immunothérapie dans certains profils. Si les sujets sont âgés ou un PSA2, on choisit de la carboplatine à la place de la cisplatine. Et pour les recommandations internationales, on peut proposer de l'héméno. On n'est pas vraiment limité comme à l'échelle nationale. En deuxième ligne, on change, ça c'est tout dépend de ce qu'on a utilisé en première ligne. Donc, on a la possibilité de passer à une chimiothérapie deuxième ligne ou de proposer une immunothérapie deuxième ligne, notamment du pembrolizumab pour les non-épidermoïdes à condition que PDL1 soit supérieur ou égal à 1%. Sinon, le nivolumab, si épidermoïde, peu importe le statut PDL1. Et pour les recommandations internationales, actuellement, le standard en deuxième ligne, c'est le docetaxel plus le ramucirumab. Il sera bientôt enregistré en Algérie, mais on n'a pas encore parlé. Maintenant, on a proposé plusieurs traitements. Le malade, il reçoit de l'immunothérapie, de la chimiothérapie, une association des deux. Qu'en est-il des effets secondaires et de la gestion de ces effets secondaires? Il faut savoir que pour la pathologie cancéreuse, le plus important, c'est vrai, c'est de prolonger la survie globale, de prolonger la survie sans progression, mais aussi de préserver une bonne qualité de vie. Ça ne sert à rien de traiter un malade, de prolonger sa survie alors qu'il ne vit pas bien sa vie. Le plus important, qu'il vit bien le temps qu'il lui reste. Donc, on doit vraiment connaître ses toxicités et gérer ses effets secondaires et d'anticiper justement ces effets secondaires. Maintenant, pour la chimiothérapie, on s'est dit que pour le mécanisme d'action, c'est un mécanisme d'action cytotoxique. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'effets secondaires qui ne sont pas spécifiques. On connaît très bien ces effets secondaires et on arrive quand même à les gérer et à les prévoir d'ailleurs.
Pour la toxicité hématologique, on a beaucoup plus des neutropénies, des anémies, des thrombopénies, des digestifs nauséeux vomissements. Rénal, par exemple, pour le cisplatine, l'élimination, elle est rénale, donc ça peut donner une néphrotoxicité. Donc, on anticipe, on fait une bonne hydratation, on conseille aux malades de prendre beaucoup d'eau, etc. Hépatique, cytolyse, cholestase, les toxicités neurologiques, cardiaques, cutanées et une action sur la fertilité. C'est rare, mais ça peut survenir. Maintenant, qu'en est-il de l'immunothérapie? Le profil de toxicité de l'immunothérapie, il est totalement différent du profil de toxicité de la chimiothérapie classique. Pourquoi? Je vous ai expliqué le mécanisme d'action de l'immunothérapie. Donc, c'est des anticorps monoclonaux qui vont se lier soit à la cellule immunitaire, soit à la cellule cancéreuse, et pour justement activer, enlever le frein, ce frein des checkpoints. Malheureusement, dans la première phase d'activation des cellules immunitaires, il y a, ça se peut que la cellule immunitaire reconnaît des cellules du corps en tant que cellules étrangères. Il y a une activité auto-immune et ça explique les effets secondaires. Donc, la majorité des effets secondaires, c'est ce qu'on appelle les HIT, c'est-à-dire commençant par les HIT, les HIT digestifs comme les colites, la pneumonite, les hépatites, la thyroïdite, c'est-à-dire ça donne carrément des inflammations, des manifestations auto-immunes qui peuvent être plus ou moins graves. Ça peut aller d'un simple rash, un prurite ou une réaction ou un vitiligo à des colites et très gravement des pneumonites immunes et la toxicité endocrinienne aussi, elle n'est pas à négliger. On peut avoir carrément des insuffisances urinaliennes graves, des hypophysites, etc. Pour les effets cardiaques et musculaires, pourquoi j'ai insisté sur le bilan cardiaque? Parce que ça peut donner une myocardite immune. Elle est rare, mais elle est grave. Donc, on a l'élévation des troponines, on peut avoir une myosite, les CPK élevés. Donc, c'est des tableaux mixtes de myocardite, de myosite, etc. Et là, la prise en charge, elle doit se faire dans des milieux de réanimation. On a des toxicités neurologiques, on a des syndromes Guillain-Barré-like d'origine auto-immune qui sont très rares, mais qui sont décrits. Des effets secondaires hématologiques, on a des cytopénies d'origine auto-immune. Pour ces effets secondaires, dans la majorité du temps, on est obligé d'arrêter l'immunothérapie, de mettre une corticothérapie faible dose. Mais surtout, c'est-à-dire quand on a déjà les manifestations auto-immunes, on sait déjà qu'il y a eu une activation immunitaire massive. Donc, on a eu cette activation immunitaire. Pour l'immunothérapie, il n'y a pas de prémédication. C'est-à-dire, on ne fait pas de corticoïdes avant l'immunothérapie. Pourquoi? Parce que cette corticothérapie, les corticoïdes, c'est des immunosuppresseurs, des anti-inflammatoires. Donc, ça peut ralentir l'activation des cellules immunitaires. Mais une fois on a des effets secondaires, une fois on a ces manifestations auto-immunes, on peut prescrire des corticoïdes faible dose, de 1 à 2 mg kilo. Préférablement, on donne de la dexaméthasone. Pourquoi? Parce qu'ils vont permettre à avoir un petit équilibre immunitaire et de calmer un petit peu les manifestations auto-immunes. C'est normal, les effets secondaires, c'est un grading de 1 à 4. Quand on a des toxicités graves, on arrête. Mais dès que on donne les corticoïdes et les toxicités reviennent à un grade inférieur à 1, on peut reprendre notre immunothérapie. Take home messages, ce que je voulais vous dire par cette présentation aujourd'hui, j'espère que vous avez bien suivi, que le statut PDL1 est les déterminants en situation métastatique. Donc, pour la prise en charge du cancer du poumon non à petites cellules en situation métastatique, on est conditionné, comme vous avez vu, par le PDL1. Supérieur à 50%, c'est l'immunothérapie seule. Inférieur à 50%, c'est les associations immunochimiothérapie. Actuellement, on s'est dit que probablement l'immunothérapie seule, c'est à partir de 80% et non pas de 50%. Pour les traitements périopératoires, évoluent rapidement au niveau international. Donc, ces stratégies périopératoires, c'est-à-dire de proposer une chimio-immunothérapie néoadjuvante après opérer, après consolidé par une immunothérapie adjuvante, ça devient les standards. On verra ça, Inch'Allah, très prochainement, affiché dans nos guidelines locales et nos malades vont enfin s'en bénéficier.
Pour le stade 3 non résécable, c'est-à-dire ça reste un tournant thérapeutique parce que c'est un stade 3, il n'est pas métastatique, mais il n'est pas local. Il n'est pas opérable, mais il n'est pas métastatique. Donc ici, les recommandations internationales, c'est le durvalumab post-chimio-radiothérapie concomitante. Ce n'est pas encore adopté dans les guidelines algériens 2024, espérant les voir dans les guidelines 2025. En situation métastatique, les schémas à base de pembrolizumab restent centraux, c'est-à-dire c'est le pembro en premier lieu, avec le nivolumab aussi, adapté selon l'étiologie, et le niveau PDL-1. Les alternatives actuellement internationales, c'est les doubles immunothérapies, nivolumab et pirilumab. Les études sont très, très encourageantes. Pour les toxicités immuno-induites nécessitant une vigilance multidisciplinaire, je vous ai dit que la surveillance, elle est systématique, notamment les bilans thyroïdiens, les enzymes hépatiques, les enzymes cardiaques, qui sont indispensables pour détecter précocement les complications graves et les traiter à temps. La prise en charge doit être personnalisée. On ne traite plus les malades de la même façon. On est à l'ère de la médecine personnalisée. Donc, chaque malade a sa façon de prise en charge, a son protocole. Pour le pronostic, il s'améliore, surtout grâce à l'immunothérapie. On a des survies dans le stade métastatique qui ont dépassé les 5 ans grâce à l'immunothérapie et l'intégration de nouvelles stratégies, notamment le périopératoire, les combinaisons d'immunothérapie avec les nouveaux biomarqueurs émergents, continue à transformer la prise en charge. Et je vous remercie pour votre présence et j'aimerais bien, alors, oui, alors les questions, oui, alors oui. Pour le stade MB avec mutation OGFR, on ne donne pas de zimertinib. L'osimertinib, malheureusement, n'est pas validé en Algérie. N'est pas validé, pas encore. Merci pour DSP Easy, merci beaucoup. Pour quand l'âge sera la seule contre-indication? Sincèrement, c'est très controversé, c'est-à-dire on est limité par 65 ans, on peut aller jusqu'à 70 ans, mais normalement, ça reste de cas par cas. C'est-à-dire sur le PS, est-ce qu'il est en bon état général? Est-ce que normalement, la prise en charge doit être vraiment personnalisable. C'est-à-dire si vous avez un malade avec un âge physiologique qui dépasse les 70 ans, mais par exemple, qui est en bon état général, son âge physiologique, il est bon et il a, par exemple, un PDL1 à 90%, ça serait dommage de ne pas pouvoir lui proposer une immunothérapie. De toute façon, on est en train de revoir ça. J'espère que les prochains guidelines vont probablement recaler la tranche d'âge ou au moins que ça soit laissé au choix de l'investigateur, au choix de médecin. Merci, je vous remercie moi aussi pour votre présence. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Merci beaucoup à vous aussi. Donc, merci. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter le partage. Je remercie tout le monde pour leur présence. Je remercie le ministère de la Santé et Madame Gouguin pour cette organisation de cette journée de formation. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Vous n'êtes pas censé tout apprendre, mais j'espère que vous êtes déjà sorti avec un minimum d'informations sur le cancer du poumon avec mutation oncogénique et sans mutation oncogénique. Il faut savoir, juste pour résumer, dans les stades localisés, c'est la chirurgie. Après, pour le traitement adjuvant, selon les mutations, normalement, soit c'est le zimertinib, dans les mutations EGFR, en cas il n'y a pas de mutation, on peut proposer une immunothérapie en adjuvant. Pour les stades localement avancés, on est dans le périopératoire